Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Radio Escapade, une rédaction de Radio Westerbro. Aujourd'hui lundi 10 janvier, on va faire une émission sur les bonnes résolutions pour 2022, l'année 2022, et je vais vous présenter l'équipe. À ma gauche, il y a Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Alors ton sujet pour ce soir, ça sera une chronique sur un fameux télescope. Il paraît, ouais. Le télescope qui s'est déployé là ce week-end. Exactement, et qui ouais. va nous donner plus d'informations sur ce qu'il y a dans l'univers. Bah apparemment, c'est pour ça qu'il a été designé en tout cas. Voilà. À l'animation, c'est Dorothée. Moi, j'aurai une chronique linguistique, on va dire, où je vous parlerai des mots nouveaux arrivés en 2022 et des tics de langage. Et puis, en technique, nous avons Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Et ravi de te revoir aux manettes. Voilà, on va commencer l'émission avec un petit tour de table, puisqu'on va parler des bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez pour cette année, des bonnes résolutions ? Est-ce que quelqu'un veut s'avancer sur le sujet ? On va parler des bonnes résolutions pour 2022 et aussi des moments forts en deuxième partie que l'on attend cette année. Qu'ils soient publics ou personnels, on verra bien. Ben, moi, les bonnes résolutions, c'est plutôt... j'y reviendrai quand je développerai un peu ma chronique, mais c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Moi, les bonnes résolutions, je me lance pas dans « Ah tiens, cette année, hop, je commence ça et je le fais ». Pour moi, c'est une continuité, un temps de réflexion sur l'année passée, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, de dire au revoir et de continuer. Et qu'est-ce que j'ai envie de continuer parce que je me dis que si on a une bonne idée et une intention, autant la commencer aujourd'hui et pas attendre le 1er janvier ou l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Les bonnes résolutions, en fait, je les commence jamais en janvier. Je les continue en janvier, je vais dire. Généralement, j'en ai pas. C'est pas difficile. Mais cette année, depuis le début de décembre, je me suis mise au sport. Suite certainement à une émission de radio qu'on a eue ici à Escapade qui m'a fait un petit peu peur. On m'a dit qu'il fallait faire beaucoup plus de sport. Et donc, je me regarde des vidéos YouTube et je m'entraîne tous les jours. Bon, ça y est, c'est pas 1 heure non plus, mais 10 minutes, disons, histoire de me dérouiller. Et ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de bien. Donc je vais essayer de continuer cette bonne résolution qui n'a pas été prise en janvier, mais que j'ai l'intention de continuer toute l'année. Et toi Aurélie ? Oui, moi je me demande si cette année on va pas dire que ma bonne résolution c'est d'arrêter de prendre les bonnes résolutions de janvier. Non, c'est une boutade évidemment, mais effectivement continuer ce qui fonctionnait bien déjà l'année précédente. J'ai vu aussi... quelque chose qui m'a paru intéressant, c'est que certaines personnes décident en début d'année d'ouvrir une sorte de bocal, de boîte ou ce que vous voulez et d'y mettre toutes les choses positives qui leur arrivent. Tiens, cette semaine j'ai réussi telle chose, j'ai eu tel avantage ou voilà les petites réussites personnelles, les petites satisfactions personnelles, familiales ou même un peu plus lointaines. Et à chaque fois que ça, il y a quelque chose qui arrive, et ben on l'écrit sur un papier, on met le papier dans le bocal, dans la boîte ou etc. Et ça permet aussi soit s'il y a un coup de mou en cours d'année, de un peu se rappeler que les 3-4 derniers mois n'ont pas été si moroses, si gris, si tristes que ça. Je parle surtout niveau météo aussi, qui est très impactante sur nous souvent. Et puis ça permet de faire le point aussi... Voilà, à la fin de l'année, quand le dernier trimestre arrive, que l'hiver commence à arriver aussi, on se dit, tiens, voilà tous les petits moments sympathiques, les bonnes nouvelles qu'on a reçues, les mini-exploits, les petites C'est une superbe idée. C'est une superbe idée pour se remonter le moral, en fait. Ça rebooste et ça... Il faut espérer quand même que le bocal se remplit. Ah bah oui, mais c'est pour ça que... ça se remplit. Il faut mettre des bonnes nouvelles, mais de degrés variés. Oui, tu voilà. vois, ça peut être la famille qui s'agrandit, ça peut être des ça arrive tous les mois. des événements, ça peut être des événements. Des petits événements, on va dire. Voilà, ça peut être des petits événements, des bonnes nouvelles, ouais. Une bonne journée. Tiens, j'ai été un peu créative, j'ai été un peu innovante et puis ça a bien fonctionné. Ouais. Ou, aujourd'hui, il y avait 5 minutes de soleil, c'était trop bien. Si tu fais ça à chaque fois qu'il y a 5 minutes de soleil, le bocal se remplit Exactement. quand même à la fin de l'année. Donc c'est pas négligeable et puis ça permet aussi de se focaliser
focaliser sur des moments sympas que parfois on a tendance à oublier parce qu'ils étaient un peu éphémères. Et ça évite aussi de se plonger que sur des choses négatives. Parce que souvent, on va avoir tendance à dire « Ah, il fait pas beau. Ah, il fait mauvais temps. Ah, et puis j'ai pas le moral. Ah, et puis il fait gris. Ah, et puis je vois jamais le soleil. » Et donc, avec oui, mais c'est sûr. Et puis on a toujours tendance à remarquer ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Donc, voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu comme les gens quand ils laissent des avis sur les magasins, les restaurants ou les centres ou les hôtels ou je ne sais quoi. Souvent, ceux qui vont faire l'effort de se donner la peine de laisser un message, c'est ceux qui sont plus dans la réprimande ou le regret que ceux qui sont très satisfaits. Donc ça permet de faire un petit point quand on oublie des moments heureux éphémères. Oui. Je vais m'assurer avant de poursuivre. Est-ce que vous entendez bien dans vos casques à vous, mes chers coéquipiers? Parce que moi, je n'entends pas dans le mien. Donc, j'entendais Romain avant, mais... J'entends. Je vais demander à Romain, d'ailleurs, pour voir si je l'entends bien. Romain, quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année 2022 Je dirais, premièrement, me perfectionner en danois. Ça me semble très important. Après 1 an et demi, vraiment, non pas sans honte, je n'ai pas été très ambitieux sur l'apprentissage du danois. Tu as été fort occupé aussi. Dirons-nous, voilà, peut-être par manque de stimulation sociale avec le Covid. Voilà, bon, je pense qu'on a peut-être plein de prétextes qui ont fait que j'ai un peu retardé mon apprentissage. Donc, je vais m'y mettre sérieusement cette année, c'est promis. Et faire aussi davantage de musique. Donc voilà. Ah, de musique quel genre de musique? Voilà, exactement. Quel genre un peu de tout. J'ai vraiment pas d'ouverture particulière. D'accord. Je suis très curieux et je cherche également d'autres aventuriers. Alors, si parmi les auditeurs, certains souhaiteraient éventuellement jouer avec moi, c'est avec grand plaisir. Oh bah tu risques d'en avoir. Moi je connais pas mal de gens qui font de la musique ici sur Copenhague. Je peux te donner quelques noms. Bien. Donc en fait il y a personne qui va faire Dry January, le fameux janvier sec. Ah bah là on est mal parti. On est mal parti parce que c'est vrai qu'à Escapade on boit un petit cidre là en ce moment au studio. Donc je me dis il y a personne qui a eu la bonne résolution de faire Dry January. Ok. Quelle idée. Quelle idée. Il y a les bonnes résolutions. C'est parce que nous, on n'a pas énormément consommé à Noël et Nouvel An, donc ils n'ont pas le besoin de faire... Ben non, c'est ça, je sais pas. Il y a les fausses bonnes idées. Voilà, il y a les fausses bonnes idées, il y a les vraies bonnes résolutions, je sais pas, celles qui changent la vie. Puis... De toute façon, il faut quand même s'avouer que la vie nocturne et la vie sociale à Copenhague, au mois de janvier, c'est pas le moment où c'est le plus dynamique non plus. Non, c'est vrai. Là, entre les restos et les bars qui ferment à 22h... C'est la période très creuse, surtout avec le corona. Il y a beaucoup de restaurants, de cafés qui sont fermés, qui vont rester fermés jusqu'au fin janvier. C'est assez hallucinant. Il y a des établissements qui ont préféré fermer parce que de toute façon, c'est un mois un petit peu creux. Et puis, les restrictions font que c'est peut-être pas rentable ou ils préfèrent... comme ils savent qu'il y a des cotisations aussi qui viennent de l'État et du gouvernement, forcément, ça aide aussi. Mais oui, c'est ça. Il y a surtout ça aussi, parce que moi, j'en connais qui ont un café associatif qui accueille des familles, enfin, surtout les familles avec des enfants en passage. Et elles se sont rendues compte, elles sont 2 à avoir ce café, et elles se sont rendues compte que c'était plus rentable de fermer complètement plutôt que d'avoir 3 clients à la journée, et du coup de ne pas pouvoir avoir les aides. Et les 3 clients leur paieraient absolument rien du tout de toute manière, ni leur temps, ni le loyer, et du coup valait mieux fermer tout le mois de janvier en fait, pour pouvoir avoir les aides, ce mois-ci en tout cas, et pour pouvoir avancer un peu plus et espérer que ça réouvre bientôt. Donc, excusez-moi, j'avais enroué. Voilà, donc on va parler maintenant des moments forts qui vont arriver en 2022. Tout va bien au niveau du casque. On peut peut-être, avant de parler de ce qu'il y a en 2022, de continuer un peu sur les bonnes résolutions. Pour comment les tenir. Si tu veux, bien sûr, comment les tenir. Mais je pensais le faire passer après, mais tu peux très bien commencer maintenant, oui. Parce que Delphine a une petite chronique justement là-dessus. Exactement, je veux dire avant qu'on change de sujet. Non mais c'est une bonne idée. On peut continuer. Parce qu'en fait, les résolutions, comme tu l'as un peu dit Romain, il y a toujours des bonnes excuses pour finalement pas faire l'intention, ne pas réaliser l'intention qu'on avait, et peu importe que ce soit une bonne résolution ou autre chose qu'on décide de faire dans l'année. Ou comme toi Dorothée qui a commencé à t'entraîner. Et je suis sûre que tous les jours, tu penses sur beaucoup de choses que tu pourrais faire au lieu de t'entraîner. Et c'est vrai que quand on commence quelque chose, ça peut être compliqué. Et en fait, déjà, je pense qu'il faut être assez clair sur le but. Souvent, on dit je veux m'entraîner, je veux apprendre la langue, je veux
je veux perdre du poids, je veux arrêter de boire ce mois-ci, etc. etc. Et souvent, en fait, l'intention est trop large, elle n'est pas assez définie. Tu veux t'entraîner, d'accord, mais pour obtenir quoi? Pour être un peu plus tonique ou pour avoir des bras plus musclés? Faut être un peu plus précis, en général, pour que déjà soit plus concret et plus facile à mettre en place et en action. Et surtout pour voir un résultat. Parce que sinon, même si tu t'entraînes tous les jours, le résultat va pas être là immédiatement, il va l'être dans quelques semaines, quelques mois. Et du coup, au niveau du cerveau, il va dire, maintenant je fais ça, il n'y a pas de résultat, on va jamais y arriver, ça rime à rien. Alors que si on se met des plus petits, des objectifs un peu plus atteignables, on a ce sentiment de satisfaction. Et ça, c'est un très grand motivateur pour notre cerveau, de dire, ah, mais ça marche, c'est génial. Et donc, du coup, l'intention peut toujours être de s'entraîner, être plus tonique, mais les objectifs seront je m'entraîne 10 minutes par jour, tous les jours. Et là, tu le fais tous les jours pendant une semaine, tu dis, oh ben génial, je le fais, c'est génial, je suis trop forte. Non, mais tu continues, du coup. Non, mais j'ai commencé comme ça, hein. J'ai commencé par 5 minutes, et puis après 10 minutes, et d'ailleurs, j'en suis qu'à 10 minutes. Et au bout d'un moment, quand la routine est là, on peut intensifier, on peut étendre la pratique, ou accélérer un peu le mouvement, parce que bon, d'accord, si on continue à 10 minutes, ça va peut-être prendre quelques années, ou avant de s'améliorer, mais encore une fois, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif est sur long terme, pourquoi pas continuer avec ces 10 minutes. Et en fait, c'est une méthode des petits pas. Et je sais que moi, personnellement, étant la reine de la procrastination, cette méthode des petits pas, c'est génial, quoi. C'est ce qui me fait aussi m'entraîner tous les matins. Je fais mon yoga tous les matins, et c'est entre 2 et 15 minutes, mais au moins 2 minutes, je le fais, et je suis contente, et je l'ai fait, et ça motive énormément. Oui, et puis l'avantage d'avoir des objectifs un petit peu plus définis, et de se questionner le pourquoi du comment. Je me fixe un objectif large de « Ah, j'aimerais mieux être en forme », ça peut passer par tellement de biais, tellement de moyens. Le fait de se mettre des objectifs détaillés et de s'interroger d'où vient cette envie, entre guillemets, subite ou soudaine, même si c'est pas forcément toujours le cas, ça permet aussi d'avoir des résultats plus palpables, plus réalistes, et donc oui, forcément, de rester motivé, de garder l'envie, et ça donne des petites satisfactions, mais voilà, des petits résultats qui, bout à bout, peuvent être... Qu'on peut mettre dans le fameux bocal d'Aurélie. Oui, non, mais... c'est pas bête du tout, ouais. Non, et ça motive vraiment, ça motive vraiment le cerveau, et en plus, comme tu le dis, Aurélie, le fait de s'interroger sur vraiment le pourquoi de cette résolution ou de cette intention, c'est que ça permet aussi, plus on sera aligné avec nos valeurs, plus on sera motivé. Parce que si on répond à l'injonction de « Ah bah c'est janvier, il faut s'entraîner, allez, on va y ça aller marche pas du tout. » T'auras beau de mettre des plus petits objectifs, ça va être plus compliqué. Alors si tu te demandes et tu dis « Ouais, mais en fait, je me suis rendu compte, je suis fatiguée quand je fais du vélo, c'est vrai que j'aimerais bien, ou là, voilà, je sais pas, je voudrais partir faire un trekking cet été, donc je m'entraîne. » Tout de suite, ça motive plus. Et le résultat va être le même, tu vas t'entraîner tous les mois, tous les jours, pardon, mais c'est beaucoup plus aligné avec tes valeurs, plutôt que de répondre à ce que les autres pensent ou ce que les magazines disent, etc. Oui, une sorte d'injonction sociétale. Exactement, et donc ça motive aussi beaucoup plus, et donc ça vaut vraiment le coup de s'arrêter 2 secondes et de réfléchir à pourquoi on a vraiment envie de faire ça. Et après, bien sûr, il faut mettre un système en place. Et le fait de ces petits pas aide à créer ce système. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez le livre Atomic Habits de James Clear, où il parle beaucoup enfin, tout le livre est sur comment se créer de nouvelles habitudes. Et donc, il prône aussi cette méthode des petits pas. Mais comme il dit, on n'atteint pas le niveau de ses objectifs, on tombe au niveau des systèmes mis en place. Donc on a beau avoir un objectif qui est à tel niveau, mais si le système mis en place au quotidien n'est pas aligné avec l'objectif, on va retomber, et on retombera souvent assez bas, parce qu'on n'est pas toujours très réaliste sur ce qu'on a en place. Et ça, après, ça peut être avec faire en sorte d'avoir un coin pour s'entraîner. Il ne faut pas avoir à le créer tous les jours, mais il est là. Ou d'avoir son matériel
juste à portée de main pour pouvoir s'entraîner, ou si on veut jouer de la musique, faire en sorte que les instruments soient là, ou qu'on ait une personne, comme tu proposais, Romain, de le faire avec d'autres, se dire, bon, on se retrouve tous les mardis, et on le fait. Ça peut aussi motiver pour aller un peu plus loin dans la pratique, pour s'empêcher de retomber et d'abandonner. Pour se mettre dans les bonnes prédispositions. Exactement. Et que nos engagements envers nous-mêmes ne soient pas source de contraintes au quotidien, parce que sinon, après, il y a une sorte de bataille interne entre les objectifs qu'on veut atteindre et puis tout le panel de choses qu'on doit mettre à disposition, qui finalement ne sert que d'excuse pour se limiter aussi. Donc, se mettre dans des conditions intéressantes. Il y a un proverbe africain que ma mère a toujours aimé me rappeler, qui est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». C'est vrai. Exactement. Non, mais ça motive énormément. Et puis, il dit aussi autre chose qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'utilisais déjà la méthode des petits pas, etc. Donc, cette idée de mettre en place un système, ça me parlait beaucoup. Mais j'ai découvert aussi, il dit, quand vous pensez à votre objectif, imaginez quel genre de personne vous serez une fois que cet objectif sera atteint. Par exemple, je veux m'entraîner pour être plus tonique. Quel genre de personne est tonique pour moi? Comment je serai quand je serai tonique? Et du coup, ça aide aussi à à faire les choix au quotidien. Est-ce qu'une personne tonique prendrait l'ascenseur là maintenant, ou prendrait son vélo, prendre la voiture? Ce genre de petits questionnements qui aident à se motiver en disant ah oui, mais si je suis cette personne tonique, je vais faire ce choix-là. Ça ne veut pas dire qu'on le fait à chaque fois, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'en servir pour se taper dessus si on ne le fait pas. Mais c'est plus pour renforcer cette conviction qu'on est sur le chemin de devenir cette personne tonique. Et du coup, à chaque fois qu'on choisit l'option qui correspond à cette personne tonique, c'est comme si on donnait un vote à ce type de personne. Ou pour reprendre l'exemple du bol avec des papiers ou une balle dedans, on remplit, et on le voit qu'à chaque fois, ça remplit un peu plus. Et au bout d'un moment, on aura mis tellement de votes que hop, ça va faire basculer la balance, et on sera devenu cette personne après, finalement, sans trop s'en rendre compte, à faire ses petits pas tous les jours. Ouais, puis ça devient des automatismes. Au bout d'un moment, on n'a pas besoin d'y penser. Ça se fait et on s'identifie avec cette personne qu'on veut devenir. Comme ça reste pas cet objectif lointain. Oh, un jour je serai musicien, un jour je serai une personne tonique. Non, mais ça renforce ça renforce la croyance, mais d'une manière positive. Ça valorise. Ça valorise. Bon, bien sûr, encore une fois, je le répète, il faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas un petit diable sur l'épaule qui vous tyrannise quand vous le faites pas. C'est pas le but, mais c'est vraiment de le voir du côté vertueux et positif, de renforcer cette croyance. Et ça, je trouvais ça assez intéressant de rajouter cette dimension, d'intégrer qu'on peut déjà être cette personne, et pas seulement dans 1 an ou dans 2 ans ou un jour peut-être, quand je me serai entraînée suffisamment. Et du coup, le fait de t'entraîner tous les jours, par exemple, tu es déjà une personne sportive qui va à son entraînement tous les jours. Peut-être que ton entraînement n'est que de 10 minutes, mais c'est quand même un entraînement, et tu le fais de manière régulière et de manière constante. Et donc, du coup, ça renforce vraiment cette croyance, et ça aide à aller plus loin, et du coup, à en rajouter, parce que ça devient naturel, comme tu es déjà identifié avec cette personne. Donc voilà pour les bons tuyaux, qui j'espère vous auront inspiré à prendre vraiment au sérieux, à mettre en place les petits pas qu'il faut pour atteindre pour réaliser vos intentions et vos bonnes résolutions. Merci beaucoup Delphine, très intéressant. Et tu disais que tu t'es inspirée d'un livre qui s'appelle comment? Atomic Habits. Atomic Habits, ok. De James Clear. Que tu conseilles? Oui. Oui, franchement, et lui, c'est justement parce qu'il a eu beaucoup de mal lui-même à créer de bonnes habitudes, et donc a beaucoup travaillé sur le sujet, et a créé ce livre qui sont inspirés beaucoup de ces histoires ou des histoires de gens qu'il connaît, et qu'il utilise encore régulièrement, parce que comme tout le monde, il tombe dans... on retombe vite dans la procrastination, oui, voilà, remettre le lendemain, puis un coup au surlendemain, et voilà. Donc, mais comme tu dis, c'est un bon moyen
se projeter dans l'avenir, se disant je veux améliorer telle partie, par exemple avoir une meilleure cardio, et puis de se dire voilà, je vais faire en sorte que 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, je me donne les moyens de le faire, et petit à petit on voit les progrès arriver, et ça redonne confiance aussi. Exactement, et du coup de le faire, ça donne confiance, plutôt que de se dire j'aurais dû aller m'entraîner, maintenant ça fait 2 semaines que je suis pas allé, vaut mieux s'entraîner un peu tous les jours. Au lieu de ruminer, s'entraîner, plutôt que se dire je l'ai pas fait pendant 2 semaines, se dire tiens je vais le faire pendant 2 minutes, ça compensera. Voilà. C'est un bon début. Et puis de pas se blesser, surtout quand on veut s'entraîner. Si on s'est pas entraîné depuis longtemps, on peut avoir tendance à y aller à fond. Vaut mieux commencer lentement. Et on se blesse, et après on peut plus le faire pendant 6 mois, et on repart de zéro. Mais il y a des super vidéos maintenant sur YouTube. Je suis étonnée, et j'adore parce que j'en trouve plein en français. Et moi, j'ai toujours préféré faire du sport dans ma langue maternelle, parce que je ne suis pas très coordonnée, donc j'ai vraiment besoin que ce soit en français. Et ouais, c'est un grand plaisir de s'y mettre. Parlons de 2022. Qu'est-ce qui nous attend en 2022 Quels événements à quels événements pensez-vous Des événements qui vous réjouissent ou qui ne vous réjouissent pas, peut-être? Aurélie, on va commencer avec toi. J'ai un peu de mal à parler ce soir, je m'excuse. Oui, alors disons qu'il y a plusieurs choses qui nous attendent pour l'année à venir. Si on se concentre un petit peu sur le côté sportif, on en a déjà parlé, il y a effectivement le Tour de France qui va commencer à Copenhague cet été. Mais moi, je voudrais revenir sur 2 événements sportifs majeurs qui vont arriver dans les prochains mois, ou en tout cas au cours de l'année. Dans un premier temps, c'est les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, donc finalement que quelques mois après les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d'1 an faute d'épidémie. Et puis cette année, c'est Pékin qui accueillera donc la grande messe hivernale du sport mondial au mois de février. Donc ça sera les 24e Jeux Olympiques d'hiver. Et ils vont avoir 3 sites qui vont être mis en valeur dans la Chine, mais en particulier la ville de Pékin. Et donc on va retrouver les fameuses épreuves habituelles de hockey sur glace, de patinage artistique, de bobsleigh ou de choses comme ça. Mais il y a déjà un petit peu controverse sur le fait que ce soit la Chine qui héberge cet événement sportif. Il y a des appels au boycott diplomatique qui commencent à se faire sentir. En particulier les États-Unis qui ont dit que certes ils allaient quand même envoyer une délégation d'athlètes parce que ce sont des gens qui s'entraînent et qui veulent participer à cet événement, mais qu'ils n'enverraient aucun diplomate représentant leur pays pour assister à cette cérémonie. Donc c'est un message fort quand même qui est envoyé. Ce qui est très compliqué, c'est que normalement il y a une sorte d'habitude pour que le sport, et en particulier les JO, soient comme complètement détachés de la vie politique et que ça soit un peu un événement à part dans son propre monde, dans son propre univers. Et là, clairement, le fait que ça se passe en Chine, ça suscite la controverse. Les États-Unis ont en particulier dénoncé le traitement des Ouïghours qui est fait dans une des provinces chinoises. Et les Chinois se sont défendus en disant que, premièrement, c'était une sorte d'ingérence politique dans leur propre pays, et qu'ils se sont défendus en disant que les camps, que ce que les Américains appellent des sortes de camps de concentration des Ouïghours, sont en fait des camps de réhabilitation, de professionnalisation de ces populations-là, pour leur assurer un certain... D'après les Chinois, d'après les Chinois, bien sûr. Pour leur assurer une certaine réintroduction professionnelle, limiter les extrémismes, etc., vu que ce sont des populations musulmanes. Mais du coup, ça sonne un petit peu étrange quand même. Et donc, c'est un message fort qu'envoient les États-Unis. Et pour le moment, c'est une symbolique que de ne pas envoyer de dignitaires là-bas. De toute façon, avec l'épidémie, le nombre de représentants aurait été limité, mais là, le fait de officiellement envoyer aucune délégation diplomatique, c'est quand même un message lourd. Ça va être intéressant de voir si le prince danois sera présent. Parce qu'en général, la royauté se tient vraiment en dehors des relations diplomatiques. Et donc, je ne sais pas quelle est la position du Danemark au niveau diplomatique et du coup de la royauté, parce qu'en général le prince est à tous les JO et représente le Danemark de cette manière-là. Ouais. Non, puis le Danemark est quand même très lié à l'Amérique, je trouve. Ils sont souvent derrière l'Amérique. Oui, donc du coup ça va être intéressant parce que la royauté est toujours vraiment en dehors
des points diplomatiques, ça c'est clair et net. Là, pour ce qui est par exemple de la France et de l'Europe, en fait, pour le moment, le président Macron a un peu envoyé ce sujet-là en touche en disant qu'il allait plutôt faire appel à une sorte de concertation européenne, surtout depuis que là, on a pris la tête de la présidence européenne en France. Et du coup, il a dit qu'il n'allait pas faire de déclaration individuelle, mais qu'il allait plutôt parler au nom de l'Europe, ou en tout cas au nom de lui et de ses homologues. Donc pour le moment... c'est peut-être pas bête finalement. Oui, il n'a pas pris de décision et de positionnement, mais ça ne saurait tarder dans les semaines à venir. Bon, de toute façon, les JO commencent le 4 février, donc il a quand même maintenant un emploi du temps assez serré s'il veut se positionner là-dessus. Et puis c'est pas nouveau que les Jeux se passent en Chine et que ça a été décidé d'être fait en Chine. Mais déjà, il y avait les Jeux de Sochi qui avaient été très critiqués, et donc là, il y a aussi... c'est pas tant l'organisation des Jeux en eux-mêmes qui est critiquée, mais c'est plutôt le fait que ça soit fait dans un pays qui... Elle commence à critiquer l'organisation, parce qu'avec avec la pandémie actuelle, j'ai cru lire qu'il va y avoir très très peu de visiteurs autorisés, mais aussi d'athlètes, alors au Japon, les athlètes, les 14 premiers jours étaient dans un bocal, je dirais, ils n'avaient pas le droit de sortir de l'endroit où ils étaient stationnés, tandis que là, ils ne vont pas avoir le droit de sortir du tout, même après les 14 jours. Ils ne vont pas pouvoir se mélanger à la population locale, même après 14 jours d'isolement. Donc, oui, puis ils ne vont même pas forcément pouvoir aller voir les épreuves des autres... Autant au jeu de cet été, ils pouvaient aller voir les épreuves des autres joueurs, et au moins ça avait comme des spectateurs, et puis ça, voilà. Mais là, ils vont même pas forcément pouvoir assister aux épreuves des autres. Donc ça va être très, très, très limité. Compliqué, ouais. Donc les Chinois ont répondu, un des représentants diplomatiques de Chine a répondu, de toute façon, moins de dirigeants américains, ça fera moins de personnes contaminées qui viendront nous embêter dans notre pays. Donc c'était une situation un peu... je sais pas s'il a fait de l'ironie, du sarcasme, j'ai pas tout saisi, mais bon. Donc ça, c'est la première chose qui va se passer prochainement, ça arrive dans 3 semaines, en fait, ça va être très très vite. Et puis, une deuxième chose, du coup, ça va être la Coupe du Monde de foot 2022, qui va se dérouler exceptionnellement du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, parce que si c'était fait comme c'est fait en temps habituel, ça pourrait pas être fait. Donc c'est une période inédite. Parce qu'il fait trop chaud. C'est une période inédite tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Donc pour cette 22e édition de la Coupe du Monde de foot, pour ceux qui suivent et que ça intéresse, c'est des dates un petit peu changées, tout simplement pour limiter les fortes chaleurs dans lesquelles vont se dérouler les matchs. Et encore une fois, il y a des choses qui sont critiquées, en particulier sur les travaux colossaux qui ont été engendrés pour cette compétition, la construction de nouveaux stades, le développement de tout un système de climatisation, et en particulier le fait de créer des stades entièrement climatisés, voire entièrement couverts, en plein milieu, entre guillemets, du désert. Mais bon, là, la question qui se pose, c'est pas tant comment ça se fait qu'ils font des stades climatisés, mais c'est plutôt comment ça se fait que le comité olympique d'attribution a décidé d'aller là-bas. Donc, on ne sait pas si c'est lié à de la corruption, ou alors une tentative de financement. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été financées aussi. On ne sait pas trop dans quelles conditions ça a été établi, mais c'est quand même un peu critiqué, et c'est source de controverse de savoir que ça va être fait là-bas. Ne serait-ce que pour la santé des athlètes, pour les conditions locales. Et puis les conditions de construction également. Oui, voilà, il y a eu beaucoup... Déjà, il y a toutes les conditions de construction qui ne sont pas très très claires. Il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus, de nombreux ouvriers qui seraient décédés sur les chantiers, etc. Oui, donc, on a entendu pas mal parler. Un peu d'affaires un peu étouffées. Un peu controversé tout ça. Donc voilà pour les 2 prochains événements sportifs de l'année, si on peut dire, mais qui sont source de controverse encore une fois. Une autre chose qui arrive cette fois-ci en France et qui pour le coup est plutôt bénéfique, c'est le fait que là, depuis le 1er janvier, donc récemment, la France a passé un décret pour interdire le plastique autour d'une trentaine de fruits et légumes, avec une mise en place progressive et un délai accordé d'environ 6 mois pour écouler les marchandises en cours et qu'il n'y ait pas du gaspillage de marchandises qui étaient potentiellement stockées dans des frigos ou des choses comme ça. Donc il y a une sorte d'autorisation pour encore l'utiliser un peu pour écouler les anciennes
marchandises. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de fruits et légumes qui vont être concernés. Ça ne concerne pas les fruits qui auraient tendance à être fragiles ou qui auraient la possibilité d'être vendus en lot, en gros lot entre guillemets, de plus d'1,5 kg, mais pour des fruits et des légumes vendus à la pièce ou vendus en petite quantité et qui ne sont pas proches d'être non consommables. Ça touche quand même les poireaux, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les pommes de terre et les carottes, les tomates rondes, les oignons, les navets, les choux-fleurs, les choux, les courgettes, les courges, les panais, les radis, les topinambours et toutes les sortes de légumes racines. Donc ça, C'est c'est une beaucoup, très quand très même. bonne nouvelle. ça, c'est pour les légumes. Franchement, ça c'est génial. Au niveau des fruits, il y en a une grande quantité aussi. Ça touche les pommes, les poires, les bananes, les oranges, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les citrons, les pamplemousses, les prunes, les melons, les ananas et les mangues, sauf les fruits mûrs à point. Donc peut-être que là, eux seront emballés ou protégés Oui, avec après, du Des fraises ou des plastique choses ou comme du- ça, c'est quand même. Faut Ouais. que ce soit emballé, bien sûr. Mais... Et d'ici 2026, l'objectif est de supprimer complètement les emballages plastiques, mais c'est pour ça qu'il y a il y a 4 ans qui sont donnés pour que le secteur agroalimentaire se transforme et passe en transition. Et donc à long terme, ça concernera aussi les salades, les fruits, les baies, les fruits rouges, les abricots, les raisins, les framboises, les haricots verts et les pêches. Mais ça, ils ont jusqu'à 2026 pour mettre en place une sorte de nouvelle structure, une sorte de nouvelle industrie agroalimentaire pour les fruits et les légumes. Mais les légumes et les fruits qui ont été plébiscités pour cette démarche, en fait, on a fait des études, il y a eu des comparaisons, et on s'est rendu compte que certains pouvaient tenir longtemps sans supporter les... Ok, c'est marrant parce que je pensais justement qu'au Danemark, on mettait beaucoup de plastique autour des concombres et des poivrons parce que c'était des légumes, qui ne se gardaient vraiment pas s'ils n'étaient pas emballés de plastique. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Il y a effectivement cette idée-là qui court, mais apparemment il y a des études qui ont été faites pour montrer que les produits pouvaient tenir pendant quand même un certain nombre de temps. Au Danemark, il me semble qu'il y a beaucoup de plastique pour limiter le contact entre les produits bio et les produits non Oui, bio. c'est vrai aussi. Oui. Et donc, pour pas qu'il les n'y ait mélanger. pas d'amalgame ou entre guillemets de contamination ou de transfert de pesticides ou d'autres substances chimiques, mais peut-être qu'il serait possible de les avoir, je sais pas, dans des filets réutilisables ou dans des sachets ou dans des emballages, voilà, peut-être en bioplastique. Maintenant, il y a beaucoup d'emballages qui peuvent être faits en plastique, mais issus de sources végétales avec des bases d'amidon, d'algues ou de choses comme ça qui seraient tout simplement modifiées pour en faire des sacs plastiques, mais voilà, un peu plus éco. Donc, En tout cas, c'est une très bonne mesure. Cocorico, on peut être fier de la France. oui, là, ouais, voilà. pour le coup, c'est un décret qui est assez intéressant et qui a été mis en partenariat entre le ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie et de l'agroalimentaire. Donc, ouais. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que par contre, il y a un autre point important là, en ce début d'année qui malheureusement n'est pas très écolo, c'est... je ne sais pas si vous avez vu la montée des prix de l'électricité et du gaz, qui sont vraiment très 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 élevés, et pas seulement au Danemark, hein, mais dans toute l'Europe. Et du coup, réouvrir les mines de charbon, repenser à réouvrir ou réactiver des réacteurs nucléaires, etc. Malheureusement, c'est pas le plus écolo pour le moment. Et c'est vraiment dommage quand on voit que toute l'urgence écologique ne date quand même pas de ce matin, hein, et toutes les bonnes idées et justement les bonnes intentions et belles mesures de passer à des énergies plus vertes qui malheureusement va très lentement, et voilà, et là on en arrive d'un coup à retourner à des énergies fossiles à une vitesse incroyable, et qui du coup va ralentir encore plus le passage aux nouvelles énergies. La transition. Donc c'est vraiment très dommage. Oui. Alors, d'autres événements à citer, des moments forts à citer pour l'année 2022 ? Moi, je citerai quand même bien l'élection présidentielle qui arrive à grands pas, même si on ne veut peut-être pas... on attend encore, bien sûr, qu'il y ait assez de signatures pour certains candidats. Mais... Ils ont jusqu'à quand ? C'est bientôt, d'ailleurs ? Bonne Non ? question.
Ça va, ouais. Oui, ça doit être Il me semble bientôt, que parce c'est que bientôt qu'ils doivent l'élection fermer la est liste. quand? Elle Le est 24 en- avril 2022. Déjà. Elle est en avril déjà? Ouh, Ah, je allez. pensais que Bah, c'était le en premier mai. tour, oui. Premier tour déjà en avril, d'accord. Juste Mhm. à- Et juste le après deuxième Pâques, tour, juste ouais. après Pour Pâques, en rassembler fait. les 500 signatures, chaque candidat, du boulot là. Oui, ça Ouais. va devoir être fait prochainement. Mhm. ouais. Oui, je me demande si c'est pas là en janvier qu'ils ont, Bah, la date butoir. Il y a Ok. des- il y a des chances que, voilà, pour connaître l'ensemble des candidats Bah oui, puis on a le temps de faire un peu de la acceptables, campagne, enfin voilà, de... le minimum, ouais. Ouais. Effectivement, il y a ça. Ça va être intéressant de voir enfin, pour qui ils vont voter nos concitoyens en France. Moi, j'aime bien suivre les élections. Je vote à chaque fois, même si Oui, et nos concitoyens je suis tous ici les ans également. de plus en plus déçus. Mais bon, voilà. Hier, ils ont parlé justement dans les news danoises. On avait quelqu'un qui s'est exprimé sur la personnalité d'Éric Zemmour et qui disait que c'était quelqu'un qui vraiment rassemblait énormément de votes en France, qu'il avançait à une allure incroyable. Mais je lui dis, mais il n'a pas encore ses 500 signatures, donc on se calme. C'est pas sûr qu'ils soient encore éligibles. Donc, Oui. on verra bien. Bah Est-ce que oui, c'est un on peut- moment que vous suivez en habitant à l'étranger? C'est un moment qui vous tient à cœur? C'est quelque chose que je suis parce que ça fait partie de la dynamique de la société française et que je veux pas y être complètement inconnu. Et voilà, les quelques moments où je rentre en France, où je discute avec des amis ou de la famille en Mhm. France, il faut être entre guillemets au goût du jour. Mhm. Et donc j'y porte un certain intérêt. Mais il est sûr que malgré le fait d'y avoir accès assez facilement avec des rediffusions, des replays ou même des retranscriptions, je vais peut-être pas assister aussi assidûment aux débats, aux interactions, aux prises de parole minutées de chaque candidat potentiellement Non. éligible, Mhm. autant que si j'étais en France. Tout simplement parce que je vais pas être baignée d'ailleurs dans les informations françaises, Mhm. les JT ou les je ne sais quoi, ou les magazines. Donc c'est quelque chose que oui, on peut suivre, en tout cas que je peux suivre, mais pour lequel je vais pas forcément y consacrer énormément de temps personnel non plus. Ouais. Histoire d'avoir une idée un peu du panel qui va nous Voilà, être bien sûr. offert, Mhm. mais je suis pas sûre que je pourrais consacrer des heures de débat public et mes longues soirées d'hiver à me focaliser C'est là-dessus. sûr aussi, en habitant à l'étranger, on est peut-être moins concerné par la politique française. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a gardé malgré tout, en habitant à l'étranger, notre droit de vote en France. Et je trouve que c'est assez agréable. Parce qu'au Danemark, on l'a pas, hein, vraiment, on l'a que pour les élections locales, mais on n'a pas Oui, de mais bon, ce qui droit est de déjà vote pour le important quand Premier ministre. même, Donc, au Danemark, la politique locale influence Oui, quand bien même sûr, énormément bien sûr. sur la vie au Au quotidien. quotidien, oui. Mhm. Donc c'est quand même normal. Après, c'est vrai que ça peut se discuter d'avoir le droit de vote quand on n'habite plus dans le pays, parce qu'on peut influencer, suivant d'autres paramètres, que les Français résidant en France. Oui, exactement. Tout à fait. Mhm. D'ailleurs, les Danois qui habitent à l'étranger n'ont pas le droit de vote au Danemark. Mais oui, et c'est quelque quelque chose de part, particulier à la France. Bah, c'est ça, quelque part, je me dis, c'est peut-être logique de ne pas avoir le droit de voter quand on n'y habite pas, parce que sinon, on pourrait choisir des partis qui peuvent avoir beaucoup d'influence sur la vie locale des Français, et qui nous concernerait très peu, parce que ça nous concernerait les 2 semaines de l'année où on est en vacances. Donc effectivement, je trouve que c'est assez particulier d'avoir le droit de voter. Peut-être que c'est quelque chose qui est resté en place parce que il y a Avec une les sorte, colonies. ouais, entre guillemets, c'est ça, il y a une sorte de francophonie ou en tout cas de réseau des Français à l'étranger qui est développé de manière assez importante. On le voit avec aussi les réseaux des écoles françaises à l'étranger, etc. Et du coup, c'est peut-être aussi qu'on a peut-être des citoyens qui ont tendance à s'expatrier puis après revenir, peut-être pour des durées limitées ou voilà, des choses comme ça. Et donc peut-être que si on t'offre un emploi avec un contrat de 3 ans et que tu reviens en France et que du coup t'aurais aimé participer à la vie publique, politique, ça te donne la possibilité de le faire. C'est vrai qu'après, le fait qu'on ait le droit de voter et qu'on puisse carrément voter dans le pays de résidence via les ambassades ou les consulats, c'est assez étonnant comme procédure. Peut-être que si on avait le droit de donner un vote pour que quelqu'un vote par procuration en France pour nous, ça serait une démarche à faire et qui nous donnerait toujours cette possibilité.
Mais c'est vrai que là, on peut le faire. Après, il faut dire qu'on a la chance quand même de vivre à Copenhague, parce que lorsqu'on habite dans d'autres endroits, c'est pas... On C'est peut plus voter, compliqué. on peut voter par procuration. Dans ce cas-là, on peut voter par procuration. Mais effectivement, là, on a une Mm. auditrice qui nous écrit, on peut aussi s'intéresser parce qu'on a vocation à revenir pour la retraite, etc. Et donc continuer à s'intéresser à la vie politique. Ouais. Donc effectivement, c'est une bonne raison. Donc, les élections en avril déjà. Au mois de juillet, c'est le fameux Tour de France qui débarque au Danemark. On en a déjà parlé à Radio Escapade. Moi, je décale mes vacances pour voir le Tour de France que je n'ai pas vu depuis 25 ans. Donc, je ne vais pas le rater cette fois-ci. Ouais, c'est l'occasion. Puis c'est un départ, c'est Ouais, Ouais, c'est c'est ça. c'est sympa. ville de départ. Ville de départ. Ouais, c'est original, ouais. C'est quand même Copenhague, la ville des vélos, la capitale des vélos. Donc, je pense que c'est bien logique que pour une fois, on le fasse à Copenhague. Oui, C'est sur quand le même la pont. première fois. Donc, Sur le pont après, ça. Sur le pont, ça oui. promet. Mhm. Donc ça va être très sympa à suivre. C'est 3 jours à Copenhague, donc ça va. Après, on peut aller en France. Est-ce que, Romain, dans ton petit bocal du côté de la technique, est-ce que tu as un moment fort à partager avec nous pour 2022 ? Non, j'attends aussi les élections avec beaucoup d'intérêt. Je dirais, je les attends depuis 5 ans même. Beaucoup d'actualité. Je trouve objectivement, il y a des choses très très intéressantes qui se passent en France. L'activité des différents partis. Et que même en tant qu'expatrié, c'est toujours intéressant de garder un œil dessus. J'attendrai le Tour de France également avec impatience, d'autant plus parce que je vis moi-même pas très loin de ce pont-là. J'imagine que ça sera très mouvementé à ce moment-là. Et puis éventuellement un retour en France aussi pour quelques mois pour le travail. Je pense que ce sera assez riche aussi pendant l'été et que j'attends aussi également avec impatience. Donc j'ose espérer que que l'année 2022 soit union centriste de plein de bonnes choses de ce point de vue-là aussi. C'est super. Bien, moi, personnellement, pas de projet spécifique, pas de moment fort. Je vais pas m'inscrire à un marathon, quoi que ce soit. C'est pas encore dans mes projets. Never say never. On sait jamais. Même si Delphine m'a dit tu es déjà sportive, bon, je vais quand même pas penser si loin. Bon, on va passer une petite musique, la première de la soirée, et on va continuer dans l'idée de bonne année, puisque c'est Cincy Mila, et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Radio Escapade. Voilà, nous sommes de retour au studio d'Escapade, et puis on va enchaîner directement avec la chronique d'Aurélie. Je te laisse la présenter, Aurélie. Oui, merci. Alors aujourd'hui, je vous parle du télescope spatial James Webb. Donc c'est l'aboutissement de 30 ans de coopération internationale. Et c'est le télescope le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, qui a été lancé depuis Kourou le 25 décembre dernier, donc très récemment. Et au total, c'est grâce à Ariane, la fusée Ariane, qu'il a été propulsé, et donc le vol a duré environ 30 minutes, accompagné de la fusée Ariane, et puis après il a poursuivi sa propre trajectoire. C'est un télescope qui était vraiment attendu par les astronomes du monde entier pour examiner l'univers avec des moyens qui étaient jusqu'à présent inégalés. Il va parcourir 1,5 million de kilomètres avant de rejoindre son poste d'observation, donc la zone à laquelle il va pouvoir fonctionner. Et du coup, il sera en orbite lointaine autour de la Terre, mais il sera quand même autour de la Terre. Donc c'est pas un télescope qui va partir à l'aventure dans le système solaire, c'est vraiment quelque chose qui va rester en orbite autour de nous. Ça met combien de temps, 1,5 million de kilomètres Et bah là, ça fait 2 semaines qu'il est lancé, il a déjà fait les 2 tiers du chemin. Ce week-end, on a célébré le million de kilomètres atteint, donc on estime qu'en fait, il va faire un voyage d'à peu près 1 mois, jusqu'à temps qu'il arrive à sa trajectoire, à son point d'observation, donc jusqu'à ce qu'il ait sa trajectoire finale. Et donc c'est un télescope. C'est un télescope, c'est une machine quoi, d'observation. Donc il sera en orbite lointaine autour de la Terre. Ce week-end, 2 semaines seulement après son lancement, donc comme je viens de te le dire, il avait effectué les 2 tiers du chemin. Et le succès du week-end, si on peut dire, c'est qu'il a réussi à déplier avec succès le grand miroir qui était en nid d'abeille et qui était comme recroquevillé sur lui-même, un peu comme l'intérieur d'une plante ou d'une fleur ou quelque chose comme ça. Et en fait, il avait fallu le plier sur lui-même pour pouvoir le mettre dans la fusée et puis après le propulser. Donc c'était tout un ensemble d'étapes qui ont été
réalisé et qui a bien fonctionné. Donc il a maintenant son allure définitive, pleinement déployée et pleinement étirée. Donc c'est le télescope qui devient maintenant le plus perfectionné de tous ceux qu'on a pu envoyer jusqu'à présent dans l'espace. Et donc, il va nous renseigner sur différentes informations du cosmos. En fait, les scientifiques, avec ce télescope, ils ont l'espoir de faire de grandes découvertes, notamment sur la formation des premières galaxies et sur la possibilité d'une vie sur des planètes qui ne font pas partie de notre système solaire, ce qu'on appelle les exoplanètes. Et ces exoplanètes, en fait, en utilisant certaines méthodes, on peut regarder quelle est leur atmosphère, quelle est leur taille, quelle est leur masse. On peut en déduire pas mal de paramètres. Et puis, on peut essayer de savoir si ce sont des choses potentiellement habitables, s'il y a des composés organiques dans leur atmosphère, s'il y a du méthane qui est libéré. Voilà, il y a pas mal de méthodes qui peuvent analyser ces données-là. Donc, c'est assez intéressant. Et en fait, étape par étape, le James Webb Telescope va mettre en place différentes choses. Il va d'abord mettre en place ses miroirs. Il va ensuite devoir étendre son pare-soleil. Il va devoir allumer certains instruments de mesure qui sont à l'intérieur. Et il va devoir calibrer les systèmes. Donc ça, pendant les 2 semaines qui lui restent, et puis pendant encore quelques mois, il va devoir mettre toutes ces manœuvres-là, qui sont des manœuvres cruciales, en place. Et on espère que l'ensemble de ces manœuvres vont fonctionner, parce que cette fois-ci, on ne pourra pas envoyer des réparateurs dans l'espace, comme ça avait été le cas pour Hubble dans les années 90. Parce que Hubble, en fait, il avait été mis en orbite à moins de 600 km de la Terre, ce qui est relativement atteignable. Et du coup, on peut aller lui mettre le grappin dessus et le réparer. Bon, là, 1,5 million de kilomètres, ça va être un voyage de plus d'un mois. Ouais, là, on a dépassé la Lune, etc. Donc, c'est vraiment pas envisageable. Et si tout se déroule comme prévu, le télescope devrait observer ses premières galaxies et ses premières exoplanètes au début de l'été 2022, pour pouvoir potentiellement enfin déchiffrer l'histoire précoce de notre univers et avoir des signaux qui seraient issus de galaxies lointaines et éteintes de nos jours, mais qui se seraient formées juste après le fameux Big Bang qui s'est passé il y a plus de 13 milliards d'années, je vous le rappelle. Le télescope dispose de 4 outils spécialisés qui vont pouvoir observer, comme je disais, encore plus loin dans le temps et dans l'espace que ce que Hubble était capable de faire. Et en plus de ces 4 dispositifs, on va avoir un miroir primaire, et ce miroir va être protégé par un bouclier thermique de 21 mètres de long. Donc je vais revenir un petit peu sur ce vocabulaire parce que ça fait beaucoup de choses à dire, mais le bouclier thermique, il va permettre de protéger le télescope des rayonnements du Soleil, de la Terre, de la Lune et de tous les astres qui vont entourer ce télescope, afin de conserver une température de moins 233 degrés Celsius. Et ça, c'est important parce qu'il y a des mesures qui ont besoin d'être faites avec des conditions qui sont proches du zéro absolu, qui est en fait 0 Kelvin, mais qui correspond à peu près à moins 230 degrés Celsius. Et donc c'est important que les rayonnements solaires n'impactent pas trop, ne réchauffent pas trop les zones d'étude, les matériaux, et puis les dispositifs d'étude. Donc ce pare-soleil, il va faire 21,2 mètres de large, 14 mètres de long, donc c'est à peu près la taille d'un court de tennis, qui va permettre de protéger les appareils qui sont en son sein. Ça fait de quoi, un pare-soleil comme ça Alors, il y a des composants on connaît pas la composition exacte, mais on sait qu'il y a un mélange de plastique, d'alliage et puis de matériaux particuliers qui permettent justement de réfléchir la lumière et de protéger. Donc en fait, c'est 5 couches avec chacune leur propre propriété physique et leur composition chimique qui sont accumulées pour pouvoir faire cette protection. C'est un peu comme, je sais pas, les briques de lait, les Tetra Pak, où il y a un peu de plastique, un peu de carton, un peu d'emballage, un peu de peinture, qui ont chacun un rôle, mais qui font un tout. D'accord. Il y a aussi donc un miroir primaire. Donc là, le miroir primaire de ce télescope, il mesure 6 mètres de diamètre, alors que chez Hubble, ça mesurait uniquement que 2 mètres. Donc on voit qu'on monte en gamme un petit peu dans ces dispositifs. Et puis en fait, il est composé de 18 segments, un peu comme 18 morceaux hexagonaux qui vont s'assembler en mode nid d'abeille. Et la lumière qui va venir de l'espace, donc des étoiles, des galaxies, des planètes, des nébuleuses, de tout ce qui va pouvoir envoyer un rayonnement quelconque, des ondes dans l'espace, ça va être reflété dessus et ça va être envoyé dans ce qu'on appelle un miroir secondaire. Et enfin, ce miroir secondaire, qui va être perché au bout de 3 grands bras, va pouvoir lui aussi renvoyer toute la lumière qui va être captée
vers le centre du miroir primaire, et c'est là que les instruments scientifiques entrent en œuvre. Donc il y a vraiment tout un jeu de lumière, de réverbération, de réflexion, etc., qui rentre en compte et qui va permettre de focaliser et de concentrer vraiment vers les appareils de mesure la lumière ou les ondes ou les rayonnements qui vont être captés par-ci, par-là. Les 4 choses qui sont présentes, les 4 outils qui sont présents. Alors, le premier s'appelle le NIRCam, c'est le Near Infrared Camera. Il a été fabriqué par l'Université d'Arizona et c'est une caméra qui va étudier les ondes en proche infrarouge. Donc, c'est-à-dire qu'elle capte les longueurs d'onde qui sont un peu plus grandes que le rouge que nous on voit par nos yeux. Donc, c'est les fameux rayonnements infrarouges. Et elle va détecter les premières galaxies qui sont nées après le Big Bang, et elle pourra caractériser les étoiles qui sont en cours de formation et l'évolution des systèmes stellaires. Donc ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, c'est le NIRIS, pour Near Infrared Imager and Stingless Spectrograph. En gros, c'est un spectrographe qui va observer lui aussi dans le proche infrarouge, et qui va analyser pour lui le spectre de la lumière des astres. Il pourra aussi chercher par exemple la présence de molécules d'eau, de CO2 ou de méthane qui vont être dans l'atmosphère des exoplanètes, qui sont pour certains du coup des composants facilitant la mise en place de la vie ou issus du vivant, donc des molécules issues de choses organiques. Et donc, ça pourrait être intéressant pour découvrir potentiellement des planètes habitables où la vie pourrait exister. Un peu loin quand même. Ah loin, clairement loin. Mais déjà, si on pouvait trouver des planètes habitées, c'est ça qui... planètes habitées, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça va avoir ces détecteurs-là. Et donc ça, c'est l'agence spatiale canadienne qui a formulé ce spectrographe. Et qui va du coup être accompagné d'un détecteur de guidage de précision pour faire le point sur des cibles astronomiques. Parce que c'est bien de pouvoir capter la lumière, mais si on peut viser un endroit en particulier, c'est mieux, c'est plus précis. On va avoir un troisième outil, ça va être le NIRSpec, donc c'est le Near Infrared Spectrograph. Donc encore une fois, c'est un spectrographe, mais lui, il va être multi-objet. Il va permettre d'obtenir simultanément les spectres lumineux de 200 objets dans son champ de vision et d'avoir des informations sur la température, la masse et la composition chimique des galaxies ou des étoiles qui sont étudiées dans ce champ lumineux. Mais c'est aussi un appareil qui va avoir des filtres qui vont permettre, ou des caches, qui vont permettre du coup de cacher certains endroits qui sont dans le champ de l'observable de l'appareil pour se focaliser uniquement sur une nébuleuse, une galaxie ou un astre en particulier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que de cette manière, on va pouvoir comme obturer toutes les parties qui ne nous intéressent pas et on va pouvoir limiter le parasitage de la lumière des objets qu'on ne veut pas regarder pour se focaliser sur la lumière ou les ondes des objets qu'on veut vraiment regarder. Là-dessus, il y a des gens il y a des astrophysiciens de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, donc l'INRAP de Toulouse, qui travaillent dessus, tout simplement parce que c'est un instrument européen qui a été construit en partenariat entre Airbus et le CNRS français. Donc Cocorico, on a participé à la formation de cet objet-là. Et le dernier outil, c'est le MIRI, Mid Infrared Instrument. Et lui, c'est le seul instrument qui regarde plus loin encore dans l'infrarouge, dans ce qu'on appelle l'infrarouge moyen. Et là, c'est un vrai bonus pour scruter les toutes premières galaxies de l'univers et la formation des étoiles et des planètes. Donc c'est un défi technique, cette machine, le MIRI, parce qu'il a besoin d'être refroidi activement avec un cryoréfrigérateur. Donc en fait, il y a un circuit spécial qui permet d'atteindre les moins 266 degrés Celsius. Et donc, c'est moins 266 degrés Celsius. On a, de cette manière-là, une température proche du zéro absolu. Et donc, la caméra, elle va être le fruit d'une collaboration entre l'Europe et les États-Unis, et en particulier la France, puisque l'imageur de cet outil a été fait par le CEA, donc la Commission à l'énergie atomique en France. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils y ont installé un coronographe stellaire. Et donc, en fait, c'est un cache qui permet de camoufler la lumière trop forte d'une étoile au centre du champ de vision pour pouvoir voir les planètes qui sont en orbite tout autour de cet astre. Donc, c'est plein de nouvelles techniques qui vont permettre de faire l'étude d'exoplanètes, de systèmes solaires lointains, et puis aussi de galaxies et de nébuleuses. Et ça nous permettra probablement de répondre à quelques questions sur
comment le Big Bang est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé après, comment les systèmes solaires se mettent en place, et puis aussi d'étudier des exoplanètes. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir étudier leur taille, leur température, à quelle distance ils sont de leur planète, est-ce que c'est des géantes gazeuses, est-ce que c'est des planètes récentes, des planètes vieilles. Donc tout ça, ça va pouvoir être étudié, en particulier par les rayonnements infrarouges que tous ces astres stellaires émettent. Donc voilà un peu pour la présentation de ce Bah oui, merci. de ce dispositif, un peu riche en termes physiques, j'en suis consciente. Donc là, du coup, il faut attendre quand même 2 semaines, c'est ça, qu'il soit bien installé, avant qu'il puisse commencer à travailler? Oui, alors là, il va falloir attendre 2 semaines pour qu'il aille vraiment sur son site d'observation, donc à 1,5 million de kilomètres de distance de la Terre en orbite. C'est ce qu'on appelle le point de Lagrange, ou le L2 pour les physiciens. C'est une sorte de zone d'équilibre où finalement, ça ne lui demande pas trop d'énergie pour tourner autour de la Terre, et en même temps, il tourne autour de la Terre régulièrement. Et par contre, le temps de calibrer tous les outils, tous les systèmes à l'intérieur, on va avoir une mise en service officielle plutôt vers cet été. C'est-à-dire que là, dans 2 semaines, il va atteindre sa trajectoire fixe, enfin, il va atteindre son point d'observation, mais il faut encore attendre pas loin de 4-5 mois facile, le temps de calibrer les outils, d'ouvrir, d'allumer, voilà, pas mal de choses. Donc il y a encore quelques étapes clés avant que ça devienne un appareil fonctionnel, mais déjà rien que le fait qu'il ait réussi à être lancé, mis en service, que les caméras se soient ouvertes, qu'on ait réussi à déployer ce fameux panneau central. C'est incroyable, cette performance technique. Mais tu vas suivre ça de près? Tu es passionné par l'univers? Je sais pas si je suis passionnée, mais ça m'intéresse, et c'est vrai que quitte à choisir entre 2 thèmes, je préfère savoir ce que va découvrir ce télescope plutôt que de suivre la Coupe du Monde du foot au Qatar. Donc voilà, j'ai mes petites préférences, j'ai mes petites habitudes. C'est vrai que je suis abonnée à quelques newsletters, quelques magazines qui permettent d'avoir des informations régulières et en même temps relativement abordables, parce que je vais peut-être pas me mettre à lire Nature ou Astrophysique et Geophysics. Qu'est-ce qui est abordable alors pour les novices? Il y a pas mal de magazines de vulgarisation, il y a Futura Science, il y a des magazines juniors aussi pour aborder ça, des thèmes scientifiques et technologiques dès les jeunes lecteurs, dès le primaire, et puis surtout au secondaire, collège, lycée. Il y a Sciences et Avenir, c'est quelque chose que... Sciences et Avenir, c'est tout à fait... Oui, exactement. Alors après, c'est vrai que souvent, plus on va dans quelque chose d'assez méticuleux, plus ça va être précis, et moins il y aura d'approximation, de vulgarisation scientifique un peu trop grossière. Mais souvent, ils vont avoir tendance à avoir des rédacteurs en chef ou des gens qui sont quand même experts un minimum, ou en tout cas un minimum avec une culture scientifique, et que si eux-mêmes sont pas experts d'un sujet, ils vont aller interroger des experts, des scientifiques, des professeurs, etc. Donc c'est normalement des sources d'informations assez fiables. Mais comment ça se passe pour la collecte des informations après? Du coup, ça va être transmis en direct. Donc là, dans quelques mois, quand il sera vraiment opérationnel et commencera à récupérer les informations, est-ce que du coup, les astrophysiciens auront les informations un peu en direct, ou est-ce que il faut attendre, je sais pas, 2 ans de récupérer, de rapatrier le satellite et le télescope et d'avoir les informations? Pour le coup, je suis pas experte là-dedans, mais je pense qu'on va avoir des informations entre guillemets en continu. Bon, avec un certain décalage le temps que l'information arrive, mais relativement en continu. Et souvent, d'ailleurs, c'est des informations qui sont en open source et qui sont parfois utilisables par des universitaires, des gens qui ont une passion et qui veulent du coup analyser certains clichés. Il y a même des sciences collaboratives dans plein de sujets différents, où on peut identifier, ça peut aller de l'identification de la biosphère, donc des oiseaux, des plantes qu'on a autour de nous. Par exemple, il y a Vigiplante, Viginature en France, qui sont des sciences collaboratives. Et il y a aussi des sciences collaboratives, avec quand même plus ou moins des étudiants spécialistes en astrophysique. C'est pas forcément exactement Monsieur Tout-le-Monde qui peut analyser certains clichés, mais je sais qu'il existe des banques de données où on nous dit, voilà, une nébuleuse, ça ressemble à ça, une galaxie, ça ressemble à ça, 2 étoiles qui se tournent autour, ça ressemble à ça, et puis il y a plein de clichés qui sont disponibles, et les citoyens du monde entier peuvent, s'ils le souhaitent, cliquer pour identifier. Et en fait, c'est aussi des choses qui sont faites pour entraîner les intelligences artificielles et les logiciels à
robotiser ça, à informatiser ça, à automatiser ça. C'est le terme que je cherchais. Donc ça peut être aussi voilà, de la science collaborative pour entraîner les logiciels de reconnaissance d'imagerie à travailler là-dessus. Donc c'est une collaboration. C'est passionnant, je pense que je vais commencer à suivre aussi. Ouais, bah c'est vrai que c'est intéressant. Et puis c'est toujours un peu ce goût un peu de l'aventure, du dépassement de soi, dépassement des technologies. Là, pour le coup, c'est vraiment une collaboration scientifique de nombreux pays, les États-Unis, l'Europe, la France joue un rôle majeur aussi, et l'Agence spatiale européenne a été aussi en collaboration avec la NASA. Et sur le stand de tir de Kourou en Guyane il y a 3 semaines, il y avait et les représentants de la NASA et les représentants de l'ESA, et puis bah aussi tout simplement parce que c'était la fusée Ariane qui l'emmenait dans l'espace, donc rien que ça, c'était aussi une belle collaboration. Donc voilà pour les news sur ce fameux télescope. On suivra ça de près et j'espère que tout sera fonctionnel d'ici cet été. Alors toi, tu n'étais certainement pas... enfin, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc peut-être que tu ne les as pas connus. Mais vu qu'on parle de science... C'est peut-être un peu polémique ce que je veux dire, parce que beaucoup ne les considèrent pas véritablement comme des scientifiques, mais tu as entendu parler de la mort d'Igor et Grishka Bogdanov ? J'ai entendu. Je ne suis pas les nouvelles françaises tant que ça, mais ça, pour le coup, je n'y ai pas échappé. Ouais. Qui faisait une émission à l'époque, je crois quand j'étais jeune, qui s'appelait Temps X. Oui, alors en fait, c'est vrai que cette émission-là, apparemment, a donné beaucoup le goût, l'envie, l'attirance pour les sciences, pour beaucoup de jeunes gens qui se sont dit, tiens, c'est un domaine vers lequel je voudrais me lancer. Et il y a peut-être des futurs, des scientifiques de nos jours, ou des professeurs, ou des chercheurs qui ont été attirés par ces émissions-là. Donc ça, effectivement, c'est indéniable qu'il y avait un côté un peu vulgarisation, et un côté... publication scientifique, enfin scientifique en tout cas, communication sur des thèmes qui s'apprêtaient aux scientifiques. Après, d'après ce que j'ai entendu, ils étaient aussi un petit peu extravagants, très, très loufoques dans leur bulle, avec parfois certaines pensées qui étaient plus proches de la spiritualité ou de la croyance que du fait scientifique. Et donc ça, pour le coup, c'est un petit peu plus... C'est vrai que leur bouquin, j'avais acheté un bouquin, je ne me rappelle plus le titre, mais j'ai vraiment eu du mal à le digérer, et à le comprendre tout simplement. C'est quelqu'un que tu suivais quand tu étais jeune, les émissions Non, absolument pas. Non, pas du tout. Non. Trop jeune aussi. Bah oui, non, mais ça me dit vaguement quelque chose. Robin, il les connaît pas du tout. Alors, tu les connais, toi? mais ça date pas de... Non, je sais pas, je sais pas où je les ai croisés. Moi, j'étais très jeune, je crois que j'avais 10 ans quand je les voyais à la télé, donc c'est vraiment très, très... Ouais, donc non, ce n'est pas ma génération. D'accord. Mais c'est vrai que c'est... après, là, du coup, ça rentre plus sur la controverse de l'épidémie et du Covid, mais c'est pour des scientifiques, c'était pas fait vacciner. C'est dommage, c'est triste ce qui leur est arrivé, mais c'est vrai j'ai vu des interviews de certains de leurs proches, en fait, ils vivaient tellement dans leur monde, dans leur univers, un petit peu dans une sorte de bulle, complètement reculée de tout, et ils se pensaient aussi en très bonne santé, et ils avaient apparemment une hygiène de vie, une alimentation, qui était très... très exemplaire, donc il se pensait probablement invincible, pas touchable par ce genre de choses. Ouais. Alors qu'il souffrait même d'une maladie qui était l'acromégalie, peut-être pas dangereuse, mais bon, qui déformait beaucoup leur visage. Alors certains ont dit que c'était la chirurgie esthétique. Eux soutenaient qu'il n'en était pas question, que c'était vraiment que cette maladie. Et c'est vrai, quand ils étaient jeunes, ils étaient absolument magnifiques. Je sais pas si je regardais pour l'émission juste pour les frères Bogdanov. Parce que je me rappelle plus trop de l'émission, je me rappelle bien d'eux quand ils étaient jeunes. Mais ça a changé avec le temps, malheureusement. Oui, j'ai eu un choc quand je les ai revus à la télé il y a 2 ans. Je me suis dit, waouh. Effectivement. Bien. Quelqu'un veut rebondir sur la chronique d'Aurélie ? Ah non, à part que c'était très très intéressant, merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment bien. Ouais, et je suis sûre qu'on a une auditrice, ma fille, qui a suivi ce soir, du moins je l'espère parce qu'elle était assez intéressée par ce télescope. On va passer la petite musique. Alors la petite musique, c'est une adaptation française, en fait c'est fait avec les chanteurs qui sont à l'origine de cette musique, Scarlet Pleasure, et ils ont été chercher une chanteuse française que je ne connaissais pas, qui s'appelle Suzanne, vous connaissez peut-être,
Suzanne, tu connais toi? Oui. Et donc ils ont adapté, elle chante sur la chanson What a Life, Oui, j'ai qui entendu est la version. donc le tube du film Drunk, film danois qui est passé cette année. On va l'écouter maintenant. Radio Escapade. De retour à Escapade, on est de bonne humeur, on a notre petit cidre toujours avec nous, ça fait beaucoup de bien et cette musique, voilà, on est très souriant. C'est à moi. Je vais vous parler des nouveaux mots de 2022 et des tics de langage à la suite. Alors comme vous le savez, chaque année, le dictionnaire s'enrichit de mots nouveaux. Alors d'un dico à l'autre, que ce soit le Larousse ou le Petit Robert. D'ailleurs, le Petit Robert, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelle le Petit Robert, parce qu'il est tellement épais, ce dictionnaire. Va falloir que je fasse des recherches là-dessus un jour. Le gros Robert, ça serait peut-être pas terrible non plus, quoi. Robert, c'est pas... Non, c'est vrai, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ouais, bon, me faites pas rire Delphine, parce que là, je vais pas y arriver. Enfin, d'un dictionnaire à l'autre, il peut y avoir des différences. Mais on va pas regarder cela dans le détail ce soir. Ça aurait demandé trop de travail et je n'avais pas le temps, j'ai fait ça ce matin. Donc, on va partir d'un constat général. Alors, d'habitude, dans les dictionnaires, on a à peu près une rentrée de 150 mots tous les ans. Là, cette année, il y a à peu près 170 mots qui sont rentrés dans les éditions de 2022. Et près de la moitié de ces mots seraient liés à la fameuse pandémie. On s'en doutait un petit peu. Donc la pandémie qui a touché les hommes est forcément l'utilisation de la langue que nous, les hommes, nous utilisons. Alors, il y a d'autres mots qui sont rentrés dans le dictionnaire, pas juste la pandémie. Les autres mots nouveaux, ils sont plutôt issus de la francophonie. Alors souvent, c'est des mots québécois. Ou de débat du moment. Alors comme débat du moment, par exemple, on note l'arrivée de transidentité pour désigner tout simplement le fait d'être transgenre, et l'arrivée de l'adjectif racisé. Alors racisé qui désigne la condition d'une personne victime de racisation, c'est-à-dire qu'elle est assignée à une race du fait de certaines caractéristiques subjectives. On en entend beaucoup parler en ce moment quand on écoute la radio française, racisé. J'ai l'impression que Delphine, tu me regardes les grands yeux, on dit vraiment ça. Oui, ça me semblait particulier comme mot et non, je n'écoute pas beaucoup la radio française, donc ça doit être pour ça. C'est peut-être pour ça. Donc côté Corona, on a tout un groupe de néologismes qui ont vu le jour. Si on suit un peu sur les réseaux sociaux, on est certainement tombé sur le terme de Corona Apéro, par exemple, ou Corona Piste, qui est une piste cyclable provisoire qui est faite pour éviter les trop regroupements de personnes à vélo. Vaccinodrome. Alors, on avait Vélodrome avant, mais maintenant on a le Vaccinodrome, qui est un lieu aménagé pour vacciner massivement une population en période d'épidémie. On retrouve bien sûr le terme Covid, mais ce qui est amusant avec Covid, c'est que les dictionnaires n'ont pas voulu trancher si on disait la Covid ou le Covid. Ah bon? Et oui, c'est vrai. C'est transidentité. C'est dans le thème de la transidentité. Bon, il faut dire que l'Académie française voudrait qu'on dise la Covid en référence à la maladie Covid, mais moi j'ai toujours trouvé ça très bizarre de dire la Covid, et dès le départ, j'ai dit le Covid, après je me suis flagellée pour essayer de dire la Covid, mais ça marche pas, je finis toujours par dire le Covid, donc dans l'usage c'est plutôt le Covid. Je sais pas, qu'est-ce que vous dites vous Moi, je crois que je dis le Covid parce que je suis restée sur mes habitudes de début, et que j'ai pas pris le pas de l'académie, parce que pour moi c'était issu de le virus. Le virus, voilà. Mais en fait, il y a deux choses. Soit tu parles du virus du SARS-CoV-2, ou soit tu parles de la maladie qui est engendrée par ça, et donc c'est dans ce cas-là, ça devrait être la Covid. Ouais. C'est un peu comme si tu disais le grippe. Le grippe, ou c'est comme si tu disais le varicelle. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que quand on y pense, on dit la grippe, la rhinopharyngite, la varicelle, la poliomyélite. La maladie. C'est pour ça que c'est là. Ouais, alors que bien souvent c'est causé par un virus, un pathogène, un microbe. Mais pendant le couvre-feu, on dirait que de toute manière, un truc qui t'empêche de sortir après 21h, ça peut être que féminin, quoi. Merci pour cette blague grasse. Il n'y avait pas Philippe aujourd'hui avec nous, donc il fallait que tu mettes ta petite touche. Il y avait trop d'œstrogène dans cette émission. Voilà.
Dans le vocabulaire pandémique, on retrouve aussi des mots qui existaient déjà, mais qui étaient peu utilisés, parce qu'ils relevaient tout simplement d'un vocabulaire technique ou savant. C'était des mots plutôt utilisés par les médecins. Eh bien, ces mots, aujourd'hui, sont utilisés par le grand public. Vous connaissez tous, j'en suis sûre, les termes asymptomatiques, comorbidité, confinement, cluster, le joli cluster pour foyer de contagion. Des mots auparavant réservés aux experts qu'on entend, qu'on utilise soi-même tous les jours maintenant, cluster. Pour certains de ces mots, l'usage s'est aussi étendu. Par exemple, l'adjectif asymptomatique, il existait, mais il qualifiait uniquement une maladie, tandis que désormais, il qualifie une personne, donc pas une maladie, une personne positive qui n'a pas de symptômes. C'est pareil pour confinement et déconfinement. Avant, confinement et déconfinement appartenaient au lexique du nucléaire. Confinement signifiait se protéger d'une menace nucléaire. Aujourd'hui, confinement est aussi sanitaire et décrit donc la conduite imposée à une population pour être protégée du virus. Après le confinement, on déconfine, mais aussi on déconfine tout seul. La forme pronominale apparaît avec le verbe se déconfiner. Voilà, ça c'est nouveau. Je me déconfine. Je me déconfine. On fait tellement de choses tout seul maintenant qu'on en arrive à s'auto-déconfiner. C'est du... Oh bah d'ailleurs, C'est je génial. pense que l'an prochain, on va avoir le reconfiné Je me reconfine. et redéconfiné. Moi, je suis confie avec tout ça. Hein. Je suis confuse aussi, d'ailleurs. Mais c'est... Alors, côté glissement de sens, l'usage du masque a aussi fait évoluer le sens du verbe se masquer. Quand le gouvernement, à la télé, vous invite à vous masquer, n'y voyez pas une invitation à mettre un masque et faire le carnaval. Donc Même là, si c'est c'est vraiment bientôt Mardi Gras. une grande évolution du sens. Hein. Oui. Surtout pour les enfants qui, auparavant, pour eux, se masquer, c'était quelque chose de joyeux, festif, comme tu dis, avec Mardi Gras. Se déguiser. Maintenant, c'est pas très rigolo. Hein. Voilà. Alors, tu te déguises en personne confinée. Ah bah oui. Voilà comment tourner les choses pour les rendre positives. On met après dans le bocal d'Aurélie. Ah mais pour mettre dans le bocal, en fait, en 2019, on avait comme objectif de pas être en contact avec des personnes négatives parce que ça nous apportait des mauvaises ondes. En 2020-2021, on avait comme objectif de pas être en contact avec des personnes positives. Et là, pour 2022, il faut être en contact avec personne. Voilà, quand on se L'objectif, tranquille. c'est d'être en contact avec Ce rien. qu'il faut aux Jeux Olympiques de Pékin. Voilà, c'est ça. Isolement total. Ils ont lancé Tu la viens, mode. tu cours, tu repars. Il est beau, elle est belle l'emprise carbone pour ça. Tiens. Alors, dans les autres mots de la pandémie, bien la quatorzaine est rentrée dans le dico. Avant, on disait quoi? On disait quinzaine. Une quinzaine Bah, de déjà, jours. non, déjà, c'est une Mais- quarantaine. Une quarantaine. Je C'est- crois que le cidre fait son effet chez moi. C'était une quarantaine de 40 quarantaine. jours. 40 jours, effectivement, qui est passé à une quatorzaine. Mais c'est vrai que la Quatorzaine quatorzaine d'isolement. n'existait pas. C'est la Non, quinzaine pour Il y a les peut-être 2 que, semaines. Il y avait la douzaine, enfin les œufs, etc., etc. Mais la quatorzaine Ça va peut-être n'existait réduit à pas. une septaine bientôt, je sais pas. ou On parle de quarantaine. On va réduire de revenir à une plus en vraie plus. quarantaine. On va Tu nous Ça, annonces une fin d'hiver mémorable. Alors le travail lui aussi est révolutionné par la pandémie. On travaille en distanciel, alors c'est sans être présent physiquement. Se sont imposées aussi téléconsultations, quand on donc consulte son médecin mais à distance. Télétravailler, qui étaient peu usités avant, mais qui sont désormais assez banales, comme le sont télétravail ou télétravailleur. Bon, ça, vous connaissez bien. On a bien télétravaillé, là, en 2021. On a même eu un petit peu marre de télétravailler. Bon, assez parlé pandémie, on a un peu marre des histoires de Covid, du Corona et tout ça. On va essayer de deviner ensemble les mots suivants qui sont aussi nouveaux. Alors, si je vais dans un bar et que je commande un mocktail, qu'est-ce que je commande? Un mocktail. Une imitation de cocktail, mais qui va me donner des goûts similaires à un vrai cocktail, mais sans l'alcool. Ah bah oui, Ouais. bah on voit que tu as déjà Sans essayé. Je suis pas en Aurélie. dry January, mais ça me connaît. Non, je rigole. Mais ouais, c'est non, c'est tout à fait ça. mocking cocktail, du coup. Mocktail. Mocktail, mais Mocktail. c'est Voilà ça serait l'abréviation. l'abréviation, oui, de mocking. Mocking, ouais, mocking ouais. cocktail. Je pense. Mais ça, Mhm. ça existe en anglais. Enfin, je veux dire, même au Danemark, c'est utilisé. Oui, c'est utilisé au Danemark aussi. Hein. Là, c'est rentré dans le dictionnaire français.
Alors, si j'ai une petite faim, je peux aller me commander un bao. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout ça, par contre, un bao. C'est les spécialités asiatiques. Ouais, c'est, voilà, tout à fait. Thaï ou vietnamien. C'est asiatique. Alors, je ne sais pas si c'est thaï ou vietnamien, mais c'est... De petits beignets. à la Ouais. vapeur, non? De petits Ouais, beignets à la ouais. vapeur. Ouais. Tout à Beignets fait. de riz. Ouais, à la un vapeur. petit pain farci, cuit à la vapeur, farci avec de la viande ou des légumes. Très très bon. Ouais, t'as déjà goûté? T'as Oui. goûté ça à Copenhague? Oui. Où ça? Plusieurs endroits, dans beaucoup de food trucks, ils en ont. Et puis à Tivoli, dans le food court de Tivoli, D'accord. il y a un des restos qui propose Ah oui, des j'y suis jamais plats passée. asiatiques. et tu C'est peux, assez nouveau cet espace à Tivoli, non? nouveau. Dorothée de Ça- Sortie. ça date d'avant. Ça date de ça 2 ans au moins. ça date d'avant le Covid. le D'avant le Covid quand même. Covid, Donc, ouais. donc ça fait bien 3-4 ans. 3-4 ans quand même. Ouais. Ah oui. Mhm. Le temps passe. Le temps passe vite hein, quand on est confiné. Qu'est-ce que la bobologie? La bobologie, c'est aussi rentré dans L'étude des le corps. bobos. La bobologie, C'est bah, des c'est prénoms bobos. C'est les comment dire les problèmes, les petites coupures, les problèmes un petit peu de Les petites choses, effectivement. de santé, de faible des envergure. bobos. Des petits bobos. Oui, les petites coupures, les petits bobos, enfin ce Ah qui ouais est 3 fois rien, mais qui font qu'on va consulter aux urgences de manière injustifiée. Ou alors sinon, des fois, quand on voyage... Très enfantin comme oui, langage clairement, quand même, la bobologie. Ça infantilise, mais par exemple, sur certains sites de recommandations pour les voyageurs, ou si vous allez partir faire un trek ou je ne sais quoi, souvent les conseils, ça va être ayez de quoi avoir sur vous, de quoi régler les petits problèmes de bobologie. Donc en gros, ayez sur vous... Les petits bobos, quoi. Ouais, Voilà, des pansements. des pansements, des trucs à ampoule, une compresse et du désinfectant, enfin une petite trousse de sécurité, quoi. Et donc ça va faire partie des petites plaies ou des petites coupures ou des petits affects de la peau. Mais des petites choses qui font qu'on n'a pas besoin de censées- finir aux urgences pour un bouton sur le nez. Ouais, ou- il y a peut-être genre de sûrement choses. d'autres mots quand même que bobologie. Enfin, c'est très. La petite médecine, quoi. Peut-être l'an prochain. Ah ouais, ça, Écris ça me- écris à l'académie. Mais Dis-leur oui, que non, t'es mais pas ça content. me choque beaucoup. Je trouve ça très infantilisant Ouais. et très. C'est pas arrogant, c'est pas le mot, mais. Enfin, ça néglige énormément ce que ça peut être également. Enfin, Oui, Très rabaissant, enfin, je sais pas. Ok. Pas ça très respectueux. faut que tu Bobologie. te Ouais. plaignes, Delphine. Je vais me plaindre à l'académie. En même temps, si c'est rentré dans le dictionnaire, je ne sais pas si c'est forcément validé par l'Académie française, parce que l'Académie française met des années à valider les choses. Je ne sais pas vraiment comment ça Bah fonctionne. non, pas forcément, parce que justement, le petit Robert a publié, tu vas peut-être y venir, mais ça n'avait pas été validé par l'académie. A publié Bobologie. Bah, non, voyons voir les mots que t'as, que j'avais Oui. pas... Alors, on a déconsommation. C'est une attitude qui vise à consommer moins. C'est pas pour nous, Déconsommation. ce soir, je veux dire. Je consomme. On lutte Bah, contre le gaspillage la- grâce à la déconsommation. Ça aurait été un beau mot pour notre émission sur le zéro déchet. Oui, c'est la consommation limitée, la consommation réfléchie, oui, Oui, le d'un manque. point de vue économique Bah, de aussi, tu consommer vois, ça moins, pourrait oui, être la tout consommation simplement. limitée, la consommation raisonnée, Ouais, oui, bien sûr. Hein. la décroissance économique, Ouais. ou la décroissance de la communication, de la consommation. On parle beaucoup de Oui, oui. décroissance de nos jours. Oui, mais du coup, le déconsommation, ils ont juste rajouté un petit préfixe devant le mot en entier, quoi. Oui, tout à fait. Bah, comme on fait souvent. Enfin, oui, c'est Ouais. comme ça que se construisent les mots aussi, c'est vrai. Mais- Alors, mitonner, moi je le connaissais pas celui-là, je l'ai jamais entendu. Alors, pas mitonner, on dit mitonner un petit plat, d'ailleurs j'ai un doute. Non, mijoter. Mijoter un petit plat. Ah ouais, bah, j'étais Je vraiment te à mitonne côté. un petit plat. Oh, je te mitonne un petit plat. Je l'ai fait moi-même, mais c'est Picard qui me l'a vendu. Mais Ouais, je l'ai parce fait que je moi-même. dirais mythone, ça veut dire mentir, mais mitonner, ça serait mentir. Ok. Mais, Mijoter. Et bah justement, oui, mentir c'est très proche. Et mitonner, je l'appelle M-Y-T-H-O-N-N-E-R. ouais, c'est raconter des bobards. quoi. Voilà, tout à fait. T'es Raconter mytho. des mythos, Ouais, bah, c'est ça, des c'est- mythos, comme dit ma fille. Voilà, tu racontes des Tu mythos. mitonnes, quoi. Mais qui vient d'un mot plus. Enfin, qui vient de mythe. Du coup, Oui, tu me bah oui, racontes oui. des histoires, tu me Ouais. racontes des mensonges. Ouais. Mais c'est très jeune comme vocabulaire. Il y a je une trouve, origine. mytho, Mais des oui, mythos. non, il y a une celui-là a beaucoup origine de sens, connue à je ça, trouve, ouais. mitonner. Ouais. Psychotraumatique, là c'est un Oh petit là là. peu plus sérieux, c'est relatif à un traumatisme psychique, un syndrome psychotraumatique, c'est dur à dire en plus. Celui-là non plus je ne connaissais pas. Silencier, ça vous dit quelque chose? Silencier, Silencier. ouais. Rendre au silence, peut-être. Si- Ouais. Silencier, c'est faire taire. Oui. Ouais. Alors réduire au silence
une minorité, terme à rapprocher de invisibiliser. Un petit exemple, là, je vais vous le sortir. Notre société cherche à silencier les femmes en général, et en particulier celles qui sont racisées quand elles ne sont pas queers ou à l'intersection de plusieurs discriminations. Bon, enfin, prendre une minorité et voilà, la réduire au silence. En fait, t'as essayé de prendre tous les mots que tu nous as énoncés précédemment pour les mettre dans une seule phrase. Ah bon? Oui, t'as dit raciste. Bah, il y a racisé, Ouais. on n'était pas loin du transgenre C'est vrai, aussi. c'est vrai. La transidentité. Alors là, celui-là, je le connaissais par contre. Vlog. Un vlog. Un vlog, c'est un blog vidéo. Ouais. Oui, tout à fait. Un blog vidéo, ouais. Donc, Ça fait déjà quelques temps que ça oui, voilà, ça blog, fait déjà quelques temps, mais avant de les accepter dans le dictionnaire, tu sais, parfois on voit si le mot perdure dans le temps. Et donc là, ils pensent que c'est OK, on peut le mettre dans le dictionnaire parce que c'est un mot encore usité. Ils n'ont pas été ils ont pas mis beaucoup de temps à mettre les mots autour de la Covid dans le dictionnaire, hein, par rapport à d'autres mots. Mais donc des L'efficacité dépend du thème. Hein. Voilà. D'ailleurs, blog, c'est vraiment pas nouveau pour le coup. Enfin, je veux dire. Ouais. moi je connais ça depuis 2 ans. Mais toi? Non, mais ça fait quand même plusieurs années parce que Ouais. les blogs, c'est déjà Les très blogs, dépassé. oui. Non, mais les blogs, c'est déjà très dépassé Ah, depuis oui. longtemps Mhm. avec Ouais. tous les réseaux Ouais. sociaux. Mhm. Donc, Alors mais on bon, peut être tant mieux. vlogueur, on peut être vlogueuse, si on veut, de nos jours. C'est pas très beau quand même. Oui, c'est lourd un Je peu, trouve que c'est finalement. lourd, ouais, c'est pas beau dans la bouche. Mais bon. Voilà, ça c'était pour les mots. Ah mais mon Dieu, il est presque l'heure de terminer. Oui. Bah, je vais vous dire juste rapidement, pour vous parler des tics de langage, moi il y en a un qui m'horripile particulièrement, car je l'entends 1000 fois par jour, c'est le fameux genre. Tu dois l'entendre aussi beaucoup, Aurélie, en travaillant à l'école française. Je l'entends fréquemment, oui. Alors, il a beaucoup de significations. Ce genre, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Par exemple, il y a des gens qui m'énervent tellement, genre ma cousine, là ça veut dire par exemple. Genre peut aussi signifier du style de. Je n'ai pas osé lui dire la vérité, alors j'ai répondu en restant vague. Genre, je suis pas au courant. Il peut aussi être employé de manière ironique pour se moquer. J'étais vraiment fatiguée, genre vraiment. Ou c'est pas du tout le bon exemple, excusez-moi. Genre, l'autre, il a cru que je le laisserais parler. On l'entend tout le temps, c'est horrible. Alors, pour finir là-dessus, je voulais juste demander rapidement, parce qu'il reste qu'une minute, vous, ça vous énerve grave, les tics de langage? Genre, vous en avez? Genre, j'en ai pas trop, mais ça passe. Mais tu vois, genre, ça dépend des situations et Ouais. des contextes. J'avoue, ça dépend des situations. Ouais, je mitonne. Ouais, arrête, hein. Si je mitonne trop bientôt, je vais plus mijoter. Il va des te petits plats. silencer rapidement là. si tu Ouais, m'étonnes. ouais. Je vais faire un vlog sur toi la semaine prochaine, Romain. Genre, J'avoue, ce serait trop bien. Mitonne pas. Ça serait grave bien, je dirais. Voilà, bon, enfin bref, les tics de langage, hein, à non plus fini, on en a tous de toute façon, donc je ne jette la pierre à personne et surtout pas à ma fille. Moi aussi j'en ai, avec le fameux je dis ça, je dis rien, hein, qui ne veut rien dire du tout, qui est totalement débile, parce que voilà, ça, on essaie de ne pas dire quelque chose et finalement on le dit, non, et ça énerve tout le monde, mais c'est comme ça. Mais je vous remercie beaucoup pour cette émission qui a passé finalement très vite, je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait parlé aussi longtemps. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, on va dire au revoir. Mais oui, au revoir Mais à oui. tous. Merci à tous, Au revoir à merci tous. Romain, et puis merci Aurélie et Delphine, et à la semaine prochaine. Merci Dorothée. Au revoir tout Merci, le au monde. revoir.